l'époque des hypervitesses, des plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais sous tension. Connecté. Paradoxal. Moi, je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Bienvenue dans Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de notre échange avec Mathieu Rigouste, chercheur indépendant, socio-historien. Mathieu, bonjour. Salut. La semaine passée, nous avons parlé du quadrillage sécuritaire, des technologies de prédiction, de la police, et nous avons cherché aussi à ébaucher quelques pistes sur des résistances possibles pour terminer sur cette grande question, cette vieille question depuis sa création. Est-ce que la police, ça se réforme? Alors aujourd'hui, nous entrons dans le cœur de ton dernier livre, La guerre globale contre les peuples, mécanique impériale de l'ordre sécuritaire, qui est publié aux éditions La Fabrique. C'est un livre vraiment dense, précis, qui ne se contente pas d'ausculter les dispositifs actuels du pouvoir, mais qui dresse une généalogie historique, coloniale, technologique et impériale. Une enquête donc qui relie les luttes d'hier aux résistances aussi d'aujourd'hui, les massacres coloniaux aux stratégies actuelles de maintien de l'ordre et les insurrections aux tentatives de les écraser. Alors pour commencer, je voudrais que tu situes peut-être ce livre dans ton propre parcours intellectuel. J'ai l'impression que c'est vraiment un livre qui, à la fois, est une forme d'élargissement, mais aussi de cristallisation un peu de tout ton travail. Qu'est-ce que ça raconte de ton itinéraire politique et intellectuel? Bonne question. Bon, je te réponds en y réfléchissant en même temps, mais effectivement, il y a j'en prends conscience en prenant ta question, mais effectivement, il reflète ça. Hein. Bon, il arrive à la fois comme une sorte de clé de voûte de mon travail depuis une vingtaine d'années entre l'ennemi intérieur, la domination policière, les marchands de peur et un seul héros, le peuple. J'ai vraiment évolué autour du fil rouge de la contre-insurrection, qui était en étant centré sur la France et son rapport avec l'Algérie. Alors là, la proposition, c'est d'aller tester les hypothèses et l'espèce de modèle d'analyse, en transformation que j'ai essayé de tisser, d'aller le confronter avec d'autres champs de bataille et avec d'autres champs historiographiques aussi, notamment en particulier l'impérialisme états-unien, l'impérialisme britannique, aussi l'histoire d'Israël, puis après dans le livre aussi on navigue des fois entre la Chine, l'Inde, mais d'aller tester, confronter ces hypothèses-là, et du coup aussi de les mettre en danger, de les obliger aussi, de les tordre, de les reformuler pour aller voir ce qui est similaire et ce qui l'est pas. Et aussi parce que j'avais senti des choses, tout au long de ce travail qui était concentré sur la France, en fait j'avais vu pas mal de choses qui se passaient aux États-Unis et en Grande-Bretagne qui ressemblaient énormément. Et il s'agissait d'aller voir justement ce qui était similaire et différent, parce que quand tu te rends compte que à des époques ou dans des situations différentes, t'as des configurations de force, des schémas sociaux qui se reproduisent, c'est sans doute pas dû au hasard, c'est parce que derrière il y a quelque chose qui est structurant, c'est parce que derrière il y a une mécanique, c'est parce que derrière il y a quelque chose de systémique et au niveau global. Et donc c'est intéressant parce que s'il y a de la mécanique, s'il y a de la machine, c'est que sans doute on peut lutter contre et tenter de s'en débarrasser. Et aussi le pari du livre, et qui est un peu aussi l'un des sens de ce que j'essaye de faire en termes de recherche et d'outillage des luttes, c'est de se dire qu'on est dans un moment où on a besoin d'une compréhension générale des systèmes de domination, où on a besoin d'essayer de penser ce qui nous empêche de nous libérer au niveau à la fois global et local, parce que justement on est face à un système de guerre et de contrôle qui est lui-même global, qui est lui-même dans une espèce dans des réverbérations entre champs de bataille coloniaux et métropolitains permanents, qui lui permettent de se reformuler, donc qui lui permettent de nous empêcher de nous libérer. Et donc on a besoin d'une sorte de cartographie un peu générale de ce qui vient casser nos luttes, casser nos expériences d'autonomisation, briser la possibilité de s'auto-organiser, et voilà, et pour être moins démunis, et puis pour tenter de nous réorganiser face à ça. Alors la thèse, elle est glaçante. L'ordre international n'a jamais cessé d'être une guerre contre les peuples. Alors les formes ont changé, ont bougé, mais il y a une continuité dans la manière dont les puissances impériales tentent d'écraser tout projet d'émancipation. Alors peut-être juste pour des soucis de pure clarification, comment on définit cette mécanique impériale dont tu parles, et quel est cet ordre international?
Ouais, alors bon, l'ordre international dans la modernité capitaliste, dans le capitalisme globalisé. Du coup, il y a une proposition théorique forte dès le début, qui est d'aborder l'impérialisme pas comme un stade de développement du capital, mais plutôt comme une configuration de rapport de domination, et du coup de montrer que à travers la situation esclavagiste, l'expansion coloniale et la reproduction sociale, en fait, on a un capitalisme qui est racial et patriarcal depuis l'origine, et que c'est sa connexion avec l'État-nation et avec les industries militaro-sécuritaires qui va lui permettre de se répandre, et de s'imposer face à tout ce qui lui résiste dans le monde entier, et de voir que dès le début, en fait, il y a toujours eu des résistances populaires face à ça, des soulèvements, des contre-attaques, mais qu'il y a eu un problème fondamental de rapport de force, c'est-à-dire que la configuration capitaliste, raciale et patriarcale a trouvé les ressources nécessaires en termes de violence, mais aussi en termes de propagande, en termes de colonisation des imaginaires aussi, des affects, on en a parlé, pour s'imposer partout dans le monde, mais de manière différente aussi à chaque fois, c'est-à-dire de s'arrimer, c'est un des concepts forts qui est proposé, de s'arrimer aussi à des situations et du coup aussi à des classes dominantes locales, de produire une sous-traitance aussi, et là on revient sur cette question de optimiser le pouvoir, le rationaliser par rapport aussi au coût de production du pouvoir, c'est-à-dire que faire sous-traiter le pouvoir par une partie des dominés qui eux-mêmes vont jouer un rôle d'encadrant, qui est un pur dispositif colonial, ça c'est vraiment c'est une dynamique qui est centrale pour comprendre l'ère sécuritaire. On est dans un schéma de pouvoir à différents régimes, différentes intensités, où finalement chaque strate sociale est chargée du contrôle de la strate, bénéficie de l'exploitation et de la domination de ceux qui sont en dessous, et aussi chargée d'une certaine manière de rester au-dessus. Et donc il y a une sorte de partage des responsabilités dans la reproduction des dominations. Voilà, c'est cet ordre international dans le capitalisme globalisé dont on parle là. J'ai appris beaucoup de choses en lisant ton livre, parce qu'il est vraiment très très dense en termes de contextes sociaux que tu prends en exemple, que tu instruis. J'ai envie de te demander, parce que ça, j'ai pas vu d'éléments là-dessus, mais comment t'as travaillé, comment t'as réalisé cette enquête historique? Dans la première version de l'intro, j'avais fait un truc, j'avais pris un moment plus universitaire pour expliquer. Alors bon, il y a une démarche épistémologique qui reste claire quand même. Les grands concepts de base, je les pose, mais il y avait, on rentrait plus dans la méthodologie, dans le terrain, donc comment j'avais les sources que j'avais réunis, puis bon, après on a fait le choix avec la maison d'édition de plutôt le disséminer à l'intérieur du livre. Donc j'y donne accès à certains endroits. Donc il y a des terrains principaux qui sont par exemple la collecte d'une centaine de manuels de contre-insurrection, de traités, de doctrines de contre-révolution à travers les âges et à travers les aires géographiques. Il y a aussi des investigations de terrain dans les salons de défense et de sécurité. Il y a la production idéologique des états-majors militaires et policiers britanniques, états-uniens, français. Et puis il y a aussi une sorte de confrontation entre les travaux que j'ai menés ces 20 dernières années et la production des approches critiques en sciences sociales, principalement dans le monde anglo-saxon, de ces 15 dernières années, où il y a eu une effervescence d'enquêtes et de production et d'édition d'outils d'analyse radicale sur l'évolution de la contre-insurrection, sur les nouvelles formes de la militarisation, sur les colonialités, sur aussi les manières d'essayer de penser l'articulation entre la classe, la race, le genre. Et donc voilà, moi je parle d'une sorte de terrain en 3D, quoi, c'est-à-dire d'essayer d'aller chercher la question de la guerre et du contrôle sous tous les angles, voilà, et aussi en assumant très clairement le fait que on est dans une épistémologie critique, c'est-à-dire du doute, et si critique de soi-même, des conditions de production, du savoir, et qu'il n'y a pas, aucune démarche scientifique n'a son terrain qui tombe du ciel et qui serait une sorte d'absolu. En fait, un terrain, ça se fabrique, ça se construit, et du coup une approche critique en sciences sociales, c'est aussi une approche qui donne accès à la manière dont on a douté, dont on a travaillé avec les moyens du bord. Des fois on n'a pas accès à telles archives, on n'a pas accès à la possibilité de faire tels entretiens, et il faut quand même avancer. Et donc voilà, donc c'est aussi une épistémologie de la ligne de crête aussi, quoi. C'est vrai que si je te pose cette question, c'est surtout parce que finalement tu en appelles aussi dans la conclusion, tu en appelles aussi à mener toutes ces enquêtes pour voir comment fonctionne évidemment le pouvoir et ces logiques contre-insurrectionnelles. On va lire un extrait, si tu es d'accord, un extrait de ton livre, un premier extrait. Je te laisse le lire si ça te va. L'un des premiers traités modernes de guerre policière est rédigé à la toute fin du XVIe siècle sur la base de l'expérience de l'armée espagnole engagée à cette époque depuis déjà un siècle contre les peuples natifs des « Amériques ». Dans Milices et descriptions des Indes, publié à Madrid
en 1599, le capitaine Bernardo de Vargas Machuca recommande ainsi aux conquistadors de rompre entièrement avec le modèle de guerre régulière européen pour faire face aux contre-attaques des, entre guillemets, Indiens. Les colonisés ont effectivement appris à éviter l'engagement frontal pour harceler les troupes d'occupation. L'officier espagnol recommande de leur opposer des, entre guillemets, commandos de recherche et destruction, et d'entraîner des chefs militaires à tendre des embuscades et à mener des attaques surprises. Il suggère aussi de recruter des troupes indigènes pour leur déléguer la logistique de guerre et le combat armé. C'est ce que nous appelons la dynamique supplétive. Pour cela, le capitaine préconise également d'organiser la collaboration avec des élites locales appuyées sur des, entre guillemets, milices de couleur, chargées de maintenir l'ordre impérial. Il prône la ségrégation par des, outre les guillemets, frontières raciales et recommande d'engager des travaux publics dans les premières villes coloniales européennes comme à La Havane. Les capitaines qui dirigent ces groupes armés sont déjà considérés comme des entrepreneurs privés spécialisés dans la guerre contre les peuples. Cette dynamique de rationalisation visant à maximiser le rapport de force en minimisant les coûts humains et économiques se retrouve dans la plupart des guerres de conquête coloniale menées par les puissances occidentales aux Amériques, en Afrique et en Asie. Formés sur le champ de bataille colonial, où la guerre et le contrôle restent largement indifférenciés, les premiers prototypes de guerre policière reposent sur la nécessité de financer, d'armer et d'optimiser une mécanique de violence extrême et dans la longue durée, face à la réorganisation continue des résistances indigènes. Ils assemblent pour cela les dynamiques intensives exigées par le capitalisme à des dynamiques supplétives expérimentées en particulier sur les champs de bataille coloniaux. Alors, ce passage illustre parfaitement ce que tu viens de nous dire plus tôt. Enfin, on voit déjà, il y a plusieurs siècles, et dans le moment fondateur de la globalisation capitaliste, et donc à l'intersection des situations coloniales, esclavagistes, on voit déjà toute une partie des dynamiques qui sont au centre aujourd'hui de l'ère sécuritaire, fonctionner, dysfonctionner, et être contredite et tenter de se réadapter. Mais du coup, on a vraiment déjà ces dynamiques d'accumulation, de concentration du pouvoir, cette recherche, je parle de dynamique supplétive, donc cette recherche de sous-traitance des dominations par une partie des dominés. Et puis on y voit aussi, c'est aussi pour ça que c'est assez intéressant les manuels de contre-insurrection, c'est que on y voit comment des états-majors tentent de penser la conflictualité, tente de penser l'exercice du pouvoir, mais aussi comment, face au fait qu'ils n'y arrivent jamais complètement, ils sont toujours obligés de raconter que ça fonctionne, alors qu'en fait, nous, avec le recul, on voit que ça n'a pas tellement fonctionné. Enfin, ça a fonctionné, ça a fonctionné dans le sens où ça a produit de la férocité, ça a détruit des vies, ça a massacré, ça a écrasé, ça a aliéné, mais le livre raconte ça aussi. La quasi-totalité des situations coloniales ont fini sur le temps long par être renversées. Et même donc si le livre est dur en termes d'histoire de la violence et de l'oppression, c'est aussi un livre qui nous montre que les empires s'épuisent avant les peuples. Alors, il y a plusieurs exemples, de rébellions que tu évoques, le Chiapas, le Rojava, le Soudan, etc. Qu'est-ce que ces luttes ont en commun? Mais surtout, peut-être, c'est une question, je sais pas si elle est à moitié affectico-stratégique. Quelle serait peut-être une des luttes sur lesquelles tu es un peu le plus attaché, soit parce qu'elle t'a aidé à penser, ou en tout cas, tu as vu quelque chose qui t'a bousculé dans toutes ces histoires de lutte? Est-ce qu'il y en a une à laquelle tu es peut-être un peu plus particulièrement attaché? Je sais pas s'il y en a une, parce que en fait, non, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qu'il peut y avoir justement de commun dans les expériences de communes. C'est-à-dire aussi bien entre la commune de Paris que l'insurrection d'El Mokrani en Algérie au même moment, que l'insurrection du Sud en Martinique quelques mois avant, où là on a déjà à la fin du 19e siècle une sorte de résonance, de soulèvement d'opprimés, et qui, sur le chemin de leur soulèvement, expérimentent des formes de mise en commun, de réappropriation des territoires, de libération de ces territoires, et d'une gestion collective différente de la vie quotidienne, et de voir que là on est déjà dans quelque chose qui résonne à l'international dans le moment Commune de Paris, mais qu'en fait les choses qui s'expérimentent. Et aussi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'elles tiennent face au pouvoir militaro-policier. Donc, ce qui s'expérimente au Chiapas ou dans l'administration autonome au nord-est de la Syrie ou au Soudan. Alors, là, le Soudan est écrasé sous la violence militaire. Enfin, l'expérience des comités de résistance, elle vit toujours, mais elle est vraiment, elle est très très écrasée. Mais que par exemple ces trois situations-là, en fait, dialoguent aussi entre elles, s'écoutent, se regardent, s'échangent des savoir-faire. Réfléchissent ensemble et cherchent des moyens, bien sûr, d'organiser un autre monde, mais de le faire au quotidien, de le faire
par en bas, de le faire directement avec les classes populaires, enfin et pour les classes populaires, et qu'elles sont obligées dans la situation actuelle de faire face à des violences d'État et à des programmes de terrorisation absolument féroces. Alors on s'est dit bon là le Soudan est étranglé par la violence militaire, mais le Chiapas et le Rojava font face aussi à des protocoles de contre-insurrection terribles et même à des formes de guerre, très clairement, à des bombardements, à des massacres, à des systèmes de torture, viols, disparitions, etc. Et pourtant ça tient. Ça tient avec, bien sûr, on peut toujours discuter des contradictions entre des formes de verticalité, des formes d'horizontalité, etc. Mais il y a dans ces expériences-là quelque chose qui se cherche, encore une fois, en doutant, face à ce qui tente de l'écraser, et aussi tout en cherchant à ne pas devenir une copie, à pas rentrer dans une concurrence mimétique avec le pouvoir et avec le système qu'il s'agit de déborder, c'est-à-dire et ça marche plus ou moins bien, on pourrait discuter, c'est pas des expériences anarchistes non plus, enfin c'est-à-dire bon, il y a pas une horizontalité absolue, il reste des dynamiques, il y a des dynamiques peut-être punitives sur certains dans certaines de ces expériences-là, mais qui sont qui font face à une guerre qui tente de les exterminer, et du coup qui doivent aussi tenir vis-à-vis de ça, et donc tenir vis-à-vis de ça sans fabriquer une armée professionnelle centralisée similaire à celle qui tente de les écraser, essayer de construire une société d'émancipation sans reproduire pareil un pouvoir centralisé, un État-nation, etc. C'est un enjeu fondamental, et jusqu'ici on n'a pas vraiment d'exemple qui ait réussi à aller au bout et à tenir, donc forcément ça se cherche dans des contradictions. Et ce que je trouve intéressant aussi dans les situations dans les philosophies politiques du zapatisme et du confédéralisme démocratique, c'est cette critique de soi en permanence, c'est-à-dire alors pas une autocritique stalinienne, tu vois, mais d'avancer en se critiquant, c'est-à-dire en se disant collectivement il faut aussi qu'on ait un regard critique sur ce qu'on fait, justement pour pas reproduire des dominations, reproduire le système tel qu'il est, parce que c'est un des enjeux de cette guerre-là, en fait, il faut pas la perdre, la guerre globale, parce que sinon t'existes plus, tu te fais massacrer. Mais il faut pas tomber dans le piège qui consisterait à, pour gagner cette guerre, reproduire les formes des dominations, c'est-à-dire construire un État-nation, reproduire du capitalisme, une industrie, des institutions punitives, etc. Et là, il y a une tension très forte. Il faut être capable d'avoir un regard critique sur ce qu'on fait en permanence pour ne pas tomber dans ce piège qui consiste pour ne pas perdre la guerre, qui consisterait à arrêter de faire la révolution. Tu as choisi un morceau de Ahmad Kabour, Unadikum. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم 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 أناديكم. Alors on vient d'écouter un chant classique, un chant important par le chanteur libanais Ahmad Kabour, qui célèbre la solidarité inébranlable et la détermination à résister face à l'oppression. Pourquoi as-tu choisi de nous faire écouter ce chant important ? Pour ça, parce que il y a dans ce chant et en fait dans la résistance palestinienne aussi un message et une preuve en fait de la possibilité de résistance, de réorganisation en permanence, de tenir face à des systèmes d'oppression et d'écrasement absolument terribles et pourtant à tenir. Et puis aussi parce qu'il y a quelque chose qui me parle, je sais pas si on le comprend bien dans le livre là, mais plus sur la fin, je l'assume plus sur la fin, mais la proposition de Walter Benjamin de penser la lutte de classe et une forme de spiritualité révolutionnaire, moi ça me touche. Et je trouve qu'il y a ça dans le soumoud palestinien et puis dans cette chanson et en fait dans toute la culture de résistance qui résonne entre la Palestine et maintenant avec les solidarités internationalistes qui se sont construites depuis le 7 octobre. La semaine dernière, on a commencé à ébaucher une distinction entre ce que tu appelles trois formes de pouvoir que tu articules. Il y a le biopouvoir qu'on a évoqué, le thanatopouvoir et le nécropouvoir. Alors, est-ce que tu peux nous préciser ces distinctions et finalement l'articulation entre ces trois pouvoirs et pourquoi ça nous permet de peut-être un peu mieux comprendre l'époque que l'on est en train de traverser. Le biopouvoir tel que défini par Michel Foucault, c'est des technologies de gouvernement par l'encadrement de la vie biologique et sociale, même par sa production de la vie, des fois par sa protection, et qui sont connectés, Foucault le dit lui-même, à du thanatopouvoir, à un gouvernement par le laisser mourir et par le faire mourir. Voilà, moi j'arrive sur ça avec c'est pas mon problème, je pense que c'est notre problème à toutes et tous. Foucault parle quasiment pas, enfin il propose ce concept de thanatopouvoir, mais il en fait pas grand chose. Lui travaille essentiellement sur le biopouvoir. Alors c'est très riche, ça a ouvert des champs d'études et de compréhension de ce qui nous opprime en nous traversant, qui sont super intéressants. Mais je crois qu'il manque. Enfin, moi, ma proposition, c'est d'essayer de remettre cette question-là dans une analyse globale, connectée, de longue durée. Et quand on fait ça, on se rend compte que ce biopouvoir, en fait, c'est pas la norme. Parce que Foucault nous laisse entendre ça, ou en tout cas les usages qu'on a fait de sa philosophie historique, en ont fait un peu que la norme de l'époque contemporaine, ce serait le biopouvoir. Ce serait du coup un pouvoir qui se tient en disciplinant les corps sans qu'ils aient besoin de contre-attaquer, de se soulever. Bon, alors qu'en fait, il y a vraiment il y a de la contradiction partout, il y a des résistances partout, il y a des soulèvements partout, et quand il y a des soulèvements, on l'a bien vu tout le long de la décennie 2010 et encore jusqu'aujourd'hui, là il y a un pouvoir
pouvoir militaro-policier qui est là pour les écraser, pour les briser, ces soulèvements. Et je reviens, alors si les gens ont écouté la première émission, je donnais un peu l'exemple de Fleury, cette prison où beaucoup de ma génération, de là où j'ai grandi, les gars sont enfermés. Elle est exactement fabriquée sur le modèle du panoptique benthamien, et donc elle serait censée, si on suit Foucault, elle serait censée justement produire un autocontrôle, et si ça fonctionnait effectivement comme ça a été pensé, parce que effectivement ça a été pensé de cette manière-là, du coup il y aurait une gestion fluide de la vie quotidienne dans lesquelles les gens se révolteraient très peu. Bon, et la réalité c'est qu'en fait les prisonniers se révoltent énormément, résistent de toutes les manières qu'ils peuvent, contre-attaquent, se soulèvent et se font écraser, briser par des dispositifs militaro-policiers qui sont pas de l'ordre de l'autocontrôle, qui sont de l'ordre de la férocité et du thanato-pouvoir, du laisser mourir et du faire mourir. Et donc le concept qu'il y a en plus, c'est un concept qui vient d'Achille Mbembe qui s'appelle le nécro-pouvoir, et du coup que lui formule comme étant un gouvernement par l'écrasement de la vie quotidienne, qui aurait tendance à produire des vies zombies, des conditions d'existence entre la vie et la mort, qui me semble être un bon concept pour parler justement des conditions, alors même pas d'existence, mais de survie d'une partie des habitants des quartiers ségrégés, justement des prisonniers et des prisonnières, en partie des exilés, et puis voilà des gens qui peuvent être dans les camps, qui peuvent être justement dans des situations de précarisation si intenses que ils sont entre le laisser mourir, le faire mourir, encore en vie, mais dans une espèce de tension permanente pour survivre, et où leur existence, l'horizon de leur existence, c'est celle même pas d'avoir des droits, mais d'avoir le droit d'avoir des droits, quoi, d'avoir un accès à la possibilité d'une dignité. Du coup, une des thèses un peu de rupture du livre, c'est justement de dire que si on regarde l'histoire du pouvoir et de l'accumulation, de la guerre et du contrôle dans sa longue durée, de manière connectée, et depuis les opprimés, en fait, on se rend compte que le biopouvoir, c'est le sommet de l'iceberg, et c'est l'exception. Ça ne s'applique qu'à une certaine partie de certaines populations, de certaines strates sociales, des centres impérialistes. Pour le dire très vite, pour généraliser, ça pourrait être les classes moyennes ou les strates blanches des classes populaires, même si ça dépend, bien entendu. Mais que la manière dont fonctionne l'accumulation et le pouvoir dans les périphéries, dans le monde colonisé, évidemment sur la plantation esclavagiste, dans les camps, les prisons du monde, dans ce qu'on a pu appeler le tiers-monde ou aujourd'hui le Sud global, les dynamiques principales du pouvoir et de l'accumulation dans ces mondes-là, c'est le thanato-pouvoir et le nécro-pouvoir. Et donc bon, il faut voir que tout ça fonctionne ensemble. C'est-à-dire, il y a du biopouvoir dans les centres parce qu'il est appuyé sur le thanato et le nécro-pouvoir à l'extérieur et aussi à l'intérieur, dans des périphéries intérieures, dans ce que j'essaye d'appeler l'endocolonialisme. Donc voilà, c'est un essai de remettre en perspective l'inégalité structurelle fondamentale qu'il y a face à l'accumulation et au pouvoir. Et face au pouvoir, il y a des insurrections. Tu le montres, tu viens de le dire, depuis la décennie 2010. Mais 2019, moi je me souviens, c'était une année assez incroyable. On a des situations insurrectionnelles un peu partout. Tu prends l'exemple de la France, les Gilets jaunes, Liban, en Iran, en Algérie, à Haïti, en Irak, etc. Et j'en oublie quelques contextes. J'ai un peu une triple question, quoi. La première, ce serait de dire, mais est-ce qu'il existerait selon toi un mouvement insurrectionnel mondial et qu'est-ce qu'il partagerait en commun? La deuxième question, c'est, alors elle est plus anecdotique peut-être, mais que le Covid a quand même affecté la vitalité de ces mouvements insurrectionnels. Et puis troisièmement, j'ai envie de dire, mais quand on voit cette mécanique impériale, cette mécanique militaire de la contre-insurrection, est-ce que les résistances, elles se gagnent, où est-ce qu'elles se gagnent, quoi? Où se gagnent les victoires? Certainement pas sur le terrain militaire. Alors, c'est compliqué de répondre à tout ça. D'abord, est-ce que il y a un mouvement insurrectionnel global? En fait, à toutes tes questions, désolé, je vais te répondre oui et non. Il y a des insurrections qui dialoguent entre elles. Et il y a comme pour le pouvoir des réverbérations et des résonances. Les résistances s'écoutent, se regardent, on se les dit, s'échangent des savoir-faire. Les moments insurrectionnels aussi, et même des fois entrent en résonance presque musicalement, quoi. On l'a bien vu, on a retrouvé le gilet jaune lui-même, le tissu dans pas mal d'insurrections, quoi. Mais aussi des techniques, dans les arts de la résistance résonnent entre eux, quoi. J'avais oublié Hong Kong d'ailleurs. Je me souviens qu'à Hong Kong ça avait énormément circulé les arts de résistance. Oui, et puis les résistances d'un peu partout ont regardé ce qui s'inventait là-bas, quoi. Même si les situations
étaient différentes. Donc il y a ça qui existe, et en même temps je te dirais non sur le fait que moi je crois qu'on a besoin de construire matériellement, concrètement, un véritable mouvement révolutionnaire international, c'est-à-dire avec ses propres structures, quoi. C'est-à-dire, il faut pas que ce soit des structures, je sais pas comment dire, hiérarchiques ou quoi que ce soit, mais que ce soit un mouvement qui est capable de se donner des horizons, de prendre des décisions, de déclencher des choses, de mobiliser, de coordonner des territoires libérés, de coordonner des solidarités aussi, justement pour faire tenir ces territoires libérés quand ils font face à la répression, à l'écrasement. Bon, enfin voilà, on a sans doute le rôle que jouait à un moment certaines des internationales, mais donc on a besoin de trouver d'autres formes, et elles sont en construction en vérité, hein, mais voilà, je pense que c'est une des choses à construire très importantes, c'est notamment ça, quoi, une forme de coordination globale des territoires autonomisés, des forces révolutionnaires, etc. Ta deuxième question, c'était sur le Covid. Sur le Covid. Alors bon, c'est pas le Covid qui a brisé tout ça, c'est les technologies contre-insurrectionnelles des États qu'ils avaient dans leur répertoire. Il y a un chapitre sur ça dans le livre, et qu'ils ont déployé de manière un petit peu spontanée, mais aussi en doutant. Hein. C'était jamais absolument programmé, mais ils ont été face à la crise. Alors crise sanitaire, crise climatique, etc. Maintenant, on sait très bien que tous les États ont comme répertoire principal les doctrines de contre-insurrection, et donc en gros, ils vont piocher là-dedans pour essayer de réagir. Et donc c'est pas un hasard si on trouve, alors c'est des formes différentes qu'il y a eu dans chaque pays, mais il y a eu aussi des choses similaires et qui venaient à peu près de répertoires qui étaient quand même largement calqués sur des schémas de surveillance, encadrement militaro-policier des populations, sous-traitance, fichage, etc. Alors oui, ça a mis un coup, et en même temps ça dépend dans les situations. En Algérie par exemple, le Hirak, il a duré aussi dans ça, puis il a fini par s'épuiser d'une autre manière. Bon, ça a dépendu de vraiment il faudrait pas se croire que dans cette situation-là, en fait, comme dans d'autres, les insurrections ou les mouvements d'occupation des places, etc., à certains endroits, ils ont trouvé des manières aussi de tenir, de se reformer. Et puis aussi, en fait, à plein d'endroits, ils ont ressurgi quelques mois ou quelques années plus tard. Parce que les situations de précarisation et de désert existentiel, d'écrasement de la vie, elles étaient toujours là, quoi. Et puis que aussi, les soulèvements des années 2010 ont aussi semé des graines qui sont là et qui peuvent éclore et qui le font, quoi. À différents moments. Peut-être ce qui a été très très manifeste, en tout cas dans ces moments-là, c'est ce que tu dis dans ton livre, hein, qui est absolument passionnant, c'est comment justement ces doctrines contre-insurrectionnelles sont appliquées dans les domaines de gestion, et là ici de crise sanitaire, mais plus généralement de catastrophes écologiques. Et donc l'idée c'est comment encadrer les populations dans les moments de catastrophes présentes à venir. Ouais, c'est une des thèses aussi importantes du livre, qui est de dire la contre-insurrection est devenu, au-delà même d'une technologie de contre-révolution, d'un point de vue un peu général, est devenu un dispositif de gouvernement, et de gouvernement global. Avec d'autres, il y a d'autres mécaniques de gouvernement, mais c'en est devenu une. Et du coup, pour répondre à ta troisième question, qui est qu'est-ce qu'on fait face au pouvoir militaro-policier un petit peu, et en tout cas sûrement pas entrer en confrontation directe. Bon, ça, de toute façon, c'est pas à moi d'y répondre. On peut se donner, là, on discute ensemble. Du coup, on peut continuer, mais c'est de toute façon à celles et ceux qui s'organisent sur le terrain de définir les modalités de leurs actions, aussi parce que c'est celles et ceux qui se mettent en danger, qui doivent évaluer. Bon, et évidemment, on n'a absolument pas le rapport de force d'un point de vue militaire, mais qu'est-ce que c'est le militaire? Qu'est-ce que c'est le champ de la guerre? La proposition du livre, c'est aussi de se dire ça, c'est que y a un continuum de guerre et de contrôle, et c'est-à-dire que saboter la machine de guerre, ça peut passer par plein de manières différentes. Et sans doute que on n'a pas intérêt à aller se confronter militairement directement avec les appareils de pouvoir les plus féroces, parce que on n'a pas le rapport de force, mais ça n'empêche pas que dans certaines situations, dont celle dont on a parlé, par exemple au Chiapas ou au Rojava, quand tu te fais bombarder, quand on t'envoie des mercenaires qui viennent violer, torturer, tuer, il faut défendre ton expérience d'autonomisation, ton projet révolutionnaire, tes proches, les tiens, ta communauté, et que du coup là il faut quand même avoir
avoir les moyens de tenir. Et donc ça veut dire peut-être avoir des armes. Là, on sait que par exemple le mouvement révolutionnaire au nord-est de la Syrie, du confédéralisme démocratique, il s'est donné des moyens de fabriquer ses propres drones. Et il a inventé aussi des nouvelles formes de guérilla qui permettent de se dissimuler, de tenir face aux drones turcs. Là, il est dans un domaine du militaire, hein, et qu'il faut évidemment questionner, parce qu'on se l'est dit, il faut pas reproduire, il y a un piège fondamental à reproduire les formes de la guerre et de la militarisation qui sont propulsées contre nous. Mais il faut aussi survivre, il faut aussi tenir, et donc il y a quelque chose qui se cherche. Ça aurait pas de sens d'aller leur dire comment vous dotez d'armes pour résister. Pareil pour la Palestine, en fait. Et toutes les guérillas, tous les mouvements révolutionnaires ont dû se poser la question des armes. Et c'est pour ça que je suis pas non plus. C'est pas à moi de dire est-ce qu'il faut la refermer ou pas, mais j'ai l'impression que la situation nous empêche de la refermer complètement. Il faut se dire. De toutes les manières, construire un projet révolutionnaire, ça va avec une éthique où on a envie qu'il y ait le moins de violence possible, on a envie qu'il y ait le moins de vies perdues possible, on a envie le moins de devoir se soumettre à de la confrontation directe, mais il faut aussi qu'on soit capable de défendre nos expériences et notre projet d'une société d'émancipation. Et que du coup ça, encore une fois, c'est une ligne de crête, c'est-à-dire qu'il faut avancer en doutant, en se critiquant collectivement, en réfléchissant ensemble, pour pas tomber dans les pièges du pouvoir, mais pour pas non plus se faire écraser. Il y avait une résistance, moi j'avais trouvé vraiment intéressante, c'est la résistance des Iraniens et des Iraniennes dans le mouvement Femmes, Vie, Liberté, dans lequel on avait à la fois l'exemple d'un perfectionnement sécuritaire répressif absolument incroyable, mais long dans l'histoire, et en même temps en fait justement des pratiques de ruse, des pratiques de contournement en fait, de quelque chose de très massif qui était vraiment passionnant. On arrive à la fin de notre épisode malheureusement, mais une toute dernière question, c'est une question aussi habituelle dans Craquer l'époque, c'est que vas-tu faire demain, au sens là, comment tu vois la suite en fait de tes luttes? Je vais continuer à faire ce que je fais au quotidien, c'est-à-dire participer à mon échelle aux luttes sociales, à la construction d'un mouvement révolutionnaire, à jouer et rigoler avec mon fils, à vivre avec les habitants de mon quartier, à enquêter, à faire de la recherche, à apprendre des résistances des autres et à essayer de construire ensemble d'autres chemins. Merci pour tout Mathieu, et merci pour ce superbe livre La guerre globale contre les peuples, mécanique impériale de l'ordre sécuritaire, donc paru à la Fabrique. À bientôt Mathieu. Merci à toi, à bientôt. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio en partenariat avec Collatéral, La Gaieté Lyrique, Les Chants Libres et le service culturel de Rennes 2. Cet épisode a été réalisé par Romain Huette. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité pour questionner l'époque dans laquelle nous nous trouvons.